Bienvenue sur Gabrosi Handicap, voici la troisième partie de ce résumé. L'histoire se poursuit tandis que les souvenirs de Doroka défilent, se souvenant de l'incident lorsque leur village a été attaqué par les humains. La jeune sorcière a regardé avec horreur les soldats dévaster le village en flammes. Elle a été surprise lorsque Mia l'a étreinte par derrière. La plus âgée était heureuse de voir la fille saine. Mia ne comprend pas pourquoi les humains les attaquent alors qu'il y a une bonne entente entre eux et les humains. Le dispositif de suppression des photons magiques est utilisé pour annuler leur magie, laissant les sorcières sans défense. Doroka demande ce que c'est que la machine et Mia lui dit de s'enfuir pour informer Dame Ophilia de la situation, mais Doroka refuse d'y aller sans sa sœur. Alors Mia insiste pour qu'elle y aille et pour la motiver, sa sœur joue avec une marionnette en lui disant qu'elle est très forte. Doroka décide finalement de partir pendant que les soldats arrivent vers Mia, mais elle est tuée par les soldats. Son esprit revient au présent lorsqu'Adonis la prend dans ses bras et l'appelle. Elle s'excuse d'être distraite et crache des résidus, tandis qu'il lui dit de ne pas abandonner. Il est déterminé à ramener sa maîtresse bien-aimée Chloé à la vie. Elle s'accroche à lui avec la peu de force qu'il lui reste et chuchote l'emplacement actuel des sorcières. Leur moment est interrompu par une volée de balles tirées sur Adonis. Il se dérobe de manière acrobatique pour éviter les tirs, laissant Doroka être touchée par les balles. Il regarde le cadavre de Doroka avec frustration de ne pas avoir obtenu suffisamment d'informations sur la façon de ramener sa maîtresse décédée. Le chef de l'unité confirme la mort de Doroka et en informe Yamato. Adonis tient sa plume comme s'il allait passer un examen, en avertissant les soldats de ne pas devenir arrogants. L'apprenti commence à écrire un sort qui l'enveloppe, tandis que le chef de l'unité tarde à donner l'ordre de tirer, incitant tout le monde à vider leur chargeur sur Adonis. Il reste là avec un air suffisant, car sa magie le protège des balles. Yamato regarde depuis le quartier général, frustré que les efforts de ses troupes soient inefficaces. Il s'avère que la magie d'Adonis attrape les balles. La prochaine étape du sort s'active alors que les balles sont renvoyées. Il les maintient en place de la même manière que dans Matrix avant de les renvoyer rapidement. Les balles déchirent l'unité, les éliminant. Le chef de l'unité regarde avec horreur ces hommes tomber plus rapidement comme des mouches qui tombaient. L'angoisse sur son visage est palpable alors qu'Adonis s'approche de lui. Pendant ce temps, Ercor se prépare à tirer un autre coup de son fusil surdimensionné et le laisse partir dès qu'Adonis est dans sa ligne de mire. L'impact provoque un nuage de poussière qui remplit la zone, mais l'apprenti en ressort indemne. Il arrête le projectile avec sa magie et le transforme en un projectile encore plus gros, qu'il tire sur Ercor, mettant fin instantanément à sa vie. La balle géante traverse l'immeuble derrière, provoquant encore plus de destruction. Adonis les décrit comme des insectes impuissants et les réprimande pour avoir pensé qu'ils avaient une chance de battre la magie. Il ne peut pas croire qu'ils pensaient pouvoir vivre en paix après avoir éliminé Chloé. Adonis a l'intention d'éradiquer chaque être humain de la planète et jure de leur faire ressentir le désespoir de Chloé. Yamato observe le flux vidéo et implore Yuki de mettre en marche le dispositif de suppression des photons magiques. Tout en faisant cela, elle se tient là en admiration de la science qui a vaincu les sorcières. Une fois activée, il supprimera la magie d'Adonis. Elle s'enthousiasme à l'idée d'être utile à son frère aîné. Le vice-secrétaire réalise qu'elle a exprimé ouvertement ses sentiments et réprimande ses subordonnés choqués pour qu'ils se mettent au travail. Ils sont bloqués par les scientifiques et Sirta, la directrice de l'Agence nationale des sciences. Elle soupçonnait qu'ils se présenteront pour utiliser la machine. Sirta commente à quel point Yuki a progressé depuis leur dernière rencontre. Elle leur explique qu'elle ne peut pas permettre qu'ils activent la machine. Yuki tend la main vers ses armes et demande une explication. Yamato reçoit un appel de son vice, mais à sa grande surprise, Sirta est à l'appareil. Elle demande un moment pour parler. Elle lui fait savoir qu'ils ne peuvent pas activer la machine. Elle commence son explication en expliquant que la science est le travail de l'humanité qui éclaire le monde, mais il y a encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Un exemple en est les particules émises par le dispositif de suppression des photons magiques, qui provoque une maladie de dysfonctionnement cellulaire humain développée par les soldats qui ont participé aux chasses aux sorcières il y a 10 ans. Sirta révèle que les particules libérées par l'appareil affectent le corps humain en exterminant les cellules. C'est la première fois que Yamato entend parler de cet effet secondaire. Sirta avoue qu'ils avaient cet effet secondaire mais que l'information était confidentielle. Malheureusement, il n'y a plus de sorcières pour restaurer l'environnement naturel. De plus, l'atmosphère qui aurait purifié ces rayons nocifs a disparu. La nature est tombée en disgrâce en raison des actions humaines. En conséquence, le corps humain sera détruit s'il est exposé à un grand nombre de particules provenant de la machine. La maladie de l'empereur est due au fait qu'il était également exposé au dispositif lorsque l'humanité combattait les sorcières. Pendant ce temps, Adonis fait face à l'unité suivante tout en laissant échapper un rire de méchant. Sirta remet le téléphone à Yuki et lui demande de partir, maintenant qu'ils connaissent la vérité. Elle refuse de prendre le téléphone et court activer la machine. En courant, elle explique qu'ils ne peuvent pas se permettre de se soucier de la maladie lorsque la menace de la magie est juste devant eux. Sirta ordonne à tous de battre en retraite pendant qu'elle poursuit le vice pour l'arrêter. Yuki active rapidement la machine, exprimant que c'est une question d'importance nationale. Le rire malicieux d'Adonis s'arrête brusquement lorsque sa plume est abattue de ses mains et que la magie est neutralisée.
Le quartier général informe le secrétaire de la situation à l'emplacement de la machine. Sirta la désactive tout en tenant Yuki inconsciente, assurant à Yamato que sa petite sœur va bien, mais la réalité dit le contraire, car elles sont toutes les deux ensanglantées par l'exposition. Sirta lui dit de regarder Adonis sur son écran avant de lui dire que sans magie, leur ennemi est à leur merci. Sirta le pousse à réaliser qu'il devrait rapidement éliminer ceux qui nuisent à l'Empire, car après tout, ils sont le royaume indestructible. Yamato met fin à l'appel et ordonne à toutes les unités de charger Adonis. L'apprenti tente rapidement de récupérer sa plume alors qu'il se prépare à l'éliminer. Cependant, une soldate court dans la ligne de tir de son unité et réprimande Adonis pour avoir nui à leur nation. Le sommet d'un gratte-ciel tombe entre l'unité et elle, isolant la sorcière avec Adonis. Elle active son thermolame et insulte sa position en tant qu'apprenti sorcier avant de reculer pour porter le coup final. Adonis tourne le dos, prêt à mourir pour enfin rejoindre sa maîtresse. Sa tête est tranchée en un seul coup net. Pendant ce temps, ses collègues s'inquiètent pour elle alors qu'elle émerge de la fumée en tenant la tête d'Adonis. Elle informe que la mission est accomplie avant de la laisser tomber et de s'effondrer. Certains s'occupent d'elle tandis que d'autres crient leur victoire. Les célébrations atteignent le quartier général lorsqu'il confirme sa disparition. Yamato soupire de soulagement, car c'est enfin terminé. Le secrétaire félicite tout le monde pour avoir vaincu l'apprenti sorcier. Il leur rappelle de modérer leur célébration, car il y a encore du travail à faire. Ils doivent récupérer le corps d'Adonis et confirmer les dégâts dans chaque zone de la ville. Les unités doivent se joindre aux équipes de secours et aider les victimes. La femme qui a porté le coup final est montrée sur l'écran géant du quartier général. Yamato commente à quel point elle est jeune, et l'un de ses assistants note qu'elle est une nouvelle recrue. Le secrétaire arrête son assistant juste au moment où il allait obtenir des informations sur elle et lui ordonne plutôt d'aller voir ce qu'il en est de Sirta et Yuki. Les paroles de la directrice scientifique lui rappellent que leur nation est forte, et Sirta et Yuki sont emmenés sur des civières pour être soignés. Dans l'après-midi, l'empereur Goethe s'adresse au mas tout en étant relié à de nombreuses machines et perfusions qui le maintiennent en vie. Il reconnaît que les arts occultes sont restés dans le monde parce qu'ils ont décidé de retenir l'apprenti sorcier, Adonis, en raison de sa nature humaine. Cependant, les conséquences de cette décision ont été dévastatrices pour leur royaume. Après toutes ces années, ils n'ont toujours pas réussi à déterminer comment ils pouvaient utiliser la magie en tant qu'humains. Goethe est irrité de s'être permis de laisser le garçon vivre. Il rappelle à tous que Rydia est le summum du monde, avec sa science avancée et ses troupes de fer. Il encourage les citoyens à laisser brûler les flammes de la fierté dans leur cœur pour le simple fait d'être nés humains dans l'empire de Rydia. La mort d'Adonis marque la fin de l'ancien monde, et il déclare leur nation comme l'autorité ultime. Eri met en pause la vidéo alors qu'elle la regarde sur son téléphone. L'enseignant reconnaît que certains de leurs étudiants ont perdu la vie dans l'incident. Il est compatissant, mais leur rappelle que les examens nationaux commencent le lendemain, alors ils doivent rester concentrés. Cette dernière annonce marque la fin de l'heure de l'étude. L'un des étudiants veut savoir pourquoi Adonis s'est rangé du côté des sorcières alors qu'il est humain. L'enseignant déclare qu'il a probablement eu un lavage de cerveau. La sonnerie met fin à la conversation, et il les informe de se changer rapidement, car la première période est consacrée à l'éducation physique. Eri est interpellée par un autre élève pour ce qu'elle a fait. Elle s'énerve et répond que sa réaction était naturelle. Après l'école, elle retourne sur les lieux de l'incident pour déposer des fleurs. Elle blâme le gouvernement de ne pas avoir fait son travail en protégeant les citoyens. Elle se rappelle comment elle a abandonné son petit ami et s'excuse, sachant qu'il doit probablement la détester. Ses appels à l'aide résonnent toujours dans sa tête, mais elle regarde les photos qu'elle a prises d'Adonis et pense qu'il est très attirant. Gorgius surprend en l'approchant, qualifiant son admiration de honteuse. Cela la surprend, et elle s'excuse. Eri remarque qu'il travaille pour le gouvernement et tente rapidement de supprimer les photos, mais il l'arrête et lui assure qu'il ne dira rien si elle ne les montre à personne. Le chef Gorgius lui rappelle qu'Adonis est un criminel odieux qui a causé cette catastrophe. La fille s'excuse rapidement et part. Il l'épie et appelle Charmy pour informer les autorités compétentes qu'Eri a été influencée par Adonis et qu'elle devrait être arrêtée. Il suppose qu'elle sera soit exécutée, soit emprisonnée pour trahison. Il reçoit un rapport indiquant que les dernières vérifications autour de la zone ont été effectuées et demande à Charmy de lui réserver un accueil chaleureux à son arrivée. Il s'avère que le chef Gorgius est le directeur adjoint de l'Agence nationale du renseignement. Charmy se plaint car il ne signera pas sa demande de transfert. Elle en a assez d'être surchargée de travail et harcelée par lui. Elle change de sujet pour parler des résultats de l'analyse effectuée sur le corps d'Adonis. L'enquêteur en chef confirme que le corps est un faux. En même temps, l'apprenti ouvre les yeux à un endroit inconnu.